on a vu la mécanique du point, toute bête, F dv sur dt égale somme des forces pour un point matériel. Bon, au passage, on a revu les coordonnées, la dynamique, etc. Oui. PFDG. Ah, généralisé pour non galiléen. Oui, mais. Ouais, mais déjà, il faut faire la rotation. Et après, on fera le changement de référentiel. Oui, parce que si je vous balance tout de suite les produits vectoriels, je sais déjà qu'il y en a qui vont exploser encore. Ouais, donc on va déjà réintroduire les produits vectoriels et les vecteurs rotation, et après on fera le changement de référentiel. Donc on a vu ça pour les points matériels. La dernière fois, on a vu les systèmes de points matériels, et on a introduit le point G barycentre, enfin centre de masse, donc barycentre du système de points. Et on a vu à propos de ce point-là qu'il pouvait être considéré comme un point qui résume le système si on lui affecte la masse complète. La quantité de mouvement totale du système, c'est la masse totale du système fois la vitesse de ce point-là. Et puis on avait vu que ce point vérifiait la même équation qu'un point matériel, à savoir que sa masse, c'est-à-dire la masse totale du système fois son accélération, est égale à la somme des forces. Et on peut préciser somme des forces extérieures parce que la somme des forces intérieures vaut 0. À cause de la loi de l'action et de la réaction. Et par conséquent, s'il n'y a pas de force extérieure, le mouvement du centre de masse est un mouvement rectiligne uniforme. Bien, alors, et puis on a vu les chocs, hein, en appliquant, donc ça c'est la conservation de la quantité de mouvement, s'il n'y a pas de force extérieure. Dans un choc, on n'a pas, enfin, c'est instantané par définition, donc l'action des forces extérieures est négligeable pendant le choc, hein, donc la quantité de mouvement se conserve toujours lors d'un choc. Et puis on avait parlé de la conservation de l'énergie qu'on avait reliée, pour laquelle on peut prendre en compte ou non les pertes d'énergie éventuelles dans le choc avec le coefficient d'inélasticité. Alors donc ce qu'on va faire aujourd'hui principalement, c'est réviser un petit peu ce qui se passe quand on a un corps qui tourne maintenant. Alors donc on va passer, on est passé du point matériel unique au système de points matériels. Là maintenant on va considérer un corps macroscopique et on va considérer un solide, c'est-à-dire c'est un ensemble de points mais qui gardent des distances fixes les uns par rapport aux autres. Donc solide, je mets entre parenthèses indéformable quand on ne précise pas. Comme on ne fait pas de déformation, il n'y a pas de déformation au programme du CAPES, un solide indéformable, et donc, quel que soit A, B appartenant au solide, la distance entre A et B est constante, ne varie pas au cours du temps. Et ça a des conséquences extrêmement forte sur le type de mouvement que peut avoir un solide et sur ce qu'on appelle le champ de vitesse, c'est-à-dire la distribution des vecteurs vitesse sur les différents points, enfin l'ensemble des vitesses des différents points du solide. En fait, on va voir tout de suite que cette relation implique une propriété qu'on appelle l'équiprojectivité des vitesses. Équiprojectivité des vitesses, c'est un mot que j'aime bien. Peut-être que vous l'aimez moins, je ne sais pas. On va voir tout de suite ce que ça veut dire. Et donc ça, c'est une propriété mathématique, géométrique en fait, qui découle de la définition du solide et qui a pour conséquence mathématique une relation entre la vitesse des points, des différents points d'un même solide. Alors on va faire ça pas à pas. Je vais déjà, puisqu'on y est, démontrer cette relation d'équiprojectivité des vitesses. Simplement, enfin, ça tient en une ligne. Vous exprimez que la vitesse, que la distance entre A et B, deux points quelconques du solide, est constante. Donc la distance égale constante, ça veut dire que
AB carré égale constante, mais AB carré, en fait, c'est le vecteur AB scalaire le vecteur AB, n'est-ce pas? Ça, hein, la norme de AB au carré. Enfin, si AB est constante, AB au carré est constante, a fortiori, donc je l'ai écrit comme ceci. Et donc, en une ligne, on tombe sur l'équiprojectivité des vitesses simplement en dérivant cette relation-là par rapport au temps. Si AB scalaire AB est constante, alors la dérivée de AB scalaire AB est constante. Et donc, d sur dt de AB, pardon, n'est pas constante, est égale à 0. D'accord? Si la chose est constante, sa dérivée est nulle. Donc, d de AB scalaire AB est égal à 0. Et que vaut d de AB scalaire AB? Eh bien, ça fait d de AB sur dt scalaire AB plus AB scalaire d de AB sur dt. Donc en fait, ça fait 2 fois ça. Si 2 fois ça est nul, ça c'est nul. Et maintenant, il suffit de voir que d de AB sur dt, c'est, si je vous dis que c'est VB moins VA, tout le monde le voit tout de suite ou pas tout de suite? Certains le voient, je vais juste introduire O là-dedans. Donc ça fait d de OB moins OA sur dt. Voilà. Où O est un point fixe dans le référentiel dans lequel on travaille, quelconque, par exemple l'origine du repère. Donc ça, c'est la dérivée de la position de B par rapport au temps, c'est la vitesse de B. Ça, c'est la dérivée de la position de A par rapport au temps, donc la vitesse de A. Donc on a VB scalaire AB, enfin VB moins VA scalaire AB égale 0, donc VB scalaire AB égale VA scalaire AB. Ça, c'est l'équiprojectivité des vitesses, c'est-à-dire que la vitesse de B se projette sur l'axe AB exactement avec la même longueur que la vitesse de A sur le même axe AB. Alors, je vais vous faire le dessin, vous allez voir. Vous vous rappelez que le produit scalaire exprime une projection, en fait, c'est-à-dire exprime la longueur d'un vecteur le long de l'autre. Enfin, c'est le produit des longueurs fois le cosinus. Donc, allons-y. A, B, d'accord, 2 points. La vitesse de A, mettons que c'est ça. Si vous voulez, je peux même le réécrire. VB scalaire UAB, le vecteur unitaire joignant A à B. Puisque le vecteur AB, c'est la longueur de AB, la norme de AB fois le vecteur UAB. Donc, voici UAB, le vecteur unitaire qui joint A et B. Eh bien, VA scalaire UAB, c'est cette longueur-là. D'accord? Ici, il y a le cosinus de l'angle entre les deux. Donc, VA scalaire UAB, c'est la projection de VA sur le vecteur UAB. D'accord? Eh bien, ce que nous dit cette relation, c'est que la projection de VA sur l'axe AB a la même longueur que la projection de VB sur l'axe AB. Donc, si j'ai maintenant VB, alors VB pourrait être égal à VA, auquel cas ce serait vrai, mais pas nécessairement. VB peut très bien être comme ceci, par exemple. VB peut être beaucoup de choses, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que sa projection, la projection du vecteur VB sur l'axe AB, on va plutôt le faire dans l'autre sens, ça doit être la même. Par conséquent, en fait, le vecteur VB, il peut être dans plein de directions différentes, mais son extrémité doit être sur cette droite-là, d'accord? La droite orthogonale à l'axe AB, qui passe à une distance de B égale à celle-ci. Vous le voyez? La projection de B sur l'axe AB doit être la même, je ne sais pas si c'est pas trop mal, que la projection de A sur l'axe AB. Équiprojectivité des vitesses, les vitesses de deux points quelconques du solide, doivent se projeter sur l'axe qui relie ces deux points exactement de la même façon, enfin, avec la même longueur.
C'est une propriété extrêmement forte, mais qui est triviale. C'est juste, on écrit que la distance entre A et B de points quelconques du solide est nulle, et par conséquent, pour ces deux points, la projection de la vitesse de l'un ou de l'autre sur l'axe qui joint ces deux points est la même. Très très fort. Alors c'est tellement fort que ça contraint énormément en fait les mouvements possibles pour un solide. Et on va voir qu'en fait les seuls mouvements possibles pour un solide, c'est une rotation autour d'un axe. Un solide comme ça peut tourner autour d'un axe. Ça c'est un mouvement possible pour un solide, on a l'habitude. La translation aussi est un mouvement possible. Au passage, je vous rappelle que ceci est une translation. D'accord ? Translation, ça veut dire que la vitesse de chaque point du solide est la même à chaque instant. Donc là, chaque point du solide est la même à chaque instant. Évidemment, à l'instant suivant, c'est plus la même vitesse. Mais quand je fais ça, à cet instant-là, tous les points vont par là. Puis quand ils sont là, tous les points vont par là. Puis quand ils sont là, tous les points vont par là. Tous les points du solide ont la même vitesse à chaque instant. Ça, c'est une translation. Ça, par contre, c'est une rotation. D'accord ? Parce que ce point-là va par là et celui-là par là. Ils n'ont pas du tout la même vitesse. Puis celui-là va vite par là et celui du milieu ici va moins vite par là. Donc là, la vitesse des points du solide ne sont pas toutes les mêmes au même instant. Donc la translation, c'est... Là, translation... VA égale VB, quel que soit A, B dans le solide. D'accord ? Alors, on va caractériser la rotation, mais je vous annonce déjà, donc les seuls mouvements possibles pour un solide, c'est une translation, dans n'importe quelle direction, une rotation autour d'un axe quelconque, d'accord ? Donc, ça, c'est une rotation autour du centre et de cet axe-là. Ça, c'est une rotation autour de ce point-là, d'accord ? Enfin, autour de cet axe-là. Et alors, il y a un troisième mouvement possible, donc soit une rotation pure, soit une translation pure, soit une combinaison d'une rotation et d'une translation le long de l'axe. On peut avoir un mouvement hélicoïdal comme ça. Ça peut tourner tout en étant en translation autour de l'axe, le long de l'axe autour duquel on tourne. Et c'est tout. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas être en rotation et en translation autour d'un autre axe. Par exemple, ça a l'air d'être une rotation plus une translation, mais en fait, c'est juste à chaque instant, le champ de vitesse du solide, c'est-à-dire la distribution des vitesses dans le solide, est équivalente à une rotation pure autour d'un axe, autour d'un point fixe. Pensez à la roue de bicyclette qui roule sur la chaussée, d'accord ? Donc vous avez à la fois la translation du vélo et la rotation de la roue sous le vélo, mais à chaque instant, en fait, cette roue de bicyclette est en rotation pure autour de quel point ? Vous savez-vous ? Non, la roue tourne autour du centre dans le référentiel du vélo. D'accord ? Et là, il n'y a pas de rotation. Mais en fait, oui, la roue tourne, enfin, la roue tourne autour du centre tout en étant en translation. Et ça équivaut en fait, à chaque instant, on va le montrer, on va réviser, ça équivaut, en fait, un corps tourne autour du point qui ne bouge pas. D'accord ? La propriété du centre de rotation, c'est que partout ailleurs ça tourne, mais sur le centre ça ne tourne pas. Alors quel est le point qui ne tourne pas, qui ne bouge pas, qui a une vitesse nulle dans la roue de bicyclette ? Eh bien, c'est ce point-là. Sauf si ça patine, ou si vous glissez. Mais si vous roulez sans glisser, en mode normal d'une bicyclette, ce point-là a une vitesse nulle. Puisque la vitesse, dans le référentiel de la chaussée, hein, toujours bien sûr. Parce que la vitesse de ce point, enfin, ce point-là est en contact sans glisser avec le point de la chaussée, et la chaussée, dans le référentiel de la chaussée, ne bouge pas. Ce point-là a une vitesse nulle. Donc en fait, la roue est en train de basculer autour de ce point-là. Évidemment, l'instant suivant, ça bascule autour d'un autre point. Mais à chaque instant, le champ de vitesse est un champ de rotation pure autour de ce point-là. On va revoir tout ça tranquillement. Mais, voilà. Donc,
tout ça pour dire que cette propriété, qui est juste la traduction mathématique de la constance de la distance entre deux points quelconques, l'équiprojectivité des vitesses, c'est juste la traduction mathématique de la définition du solide. Cette équiprojectivité est tellement contraignante, en fait, puisque si vous avez la vitesse d'un point, bah, tous les autres points ne peuvent pas faire n'importe quoi. Cette simple propriété implique qu'il n'y a pas d'autre mouvement possible pour le solide. C'est très fort. Alors on va tout de suite commencer par un mouvement dans le plan, hein, et après on fera dans l'espace, on rajoutera la translation possible le long de l'axe, mais on va déjà traiter la question du mouvement d'un solide dans un plan. C'est-à-dire que les vecteurs vitesse sont tous dans un plan. Le solide peut faire ce qu'il veut dans le plan, mais il ne peut pas sortir du plan. Okay. Eh bien, simplement par équiprojectivité des vitesses, on va montrer qu'il existe un point. Équiprojectivité implique qu'il existe un point I. Ou C, je vais l'appeler I quand même. Ça va être le centre instantané de rotation. Il existe un point I tel que la vitesse du point I est nulle. Ou, donc, pardon, c'est soit, ou sinon, translation. Donc, soit on a une translation. Si on a une translation, tous les points ont la même vitesse. Donc il se peut très bien qu'il n'y en ait aucun qui ait une vitesse nulle. Mais ce que je vais vous montrer là, c'est que si tous les points n'ont pas la même vitesse, alors il y en a un qui a une vitesse nulle. Et du coup, le solide est en train de tourner autour de ce point-là. Donc, premier cas, tous les points ont la même vitesse. Et donc, évidemment, c'est une translation, enfin, par définition. Okay. Deuxième cas, tous les points n'ont pas la même vitesse. Donc, il existe deux points A et B tels que VA différents de VB. Okay. Alors, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Alors, premièrement, ces deux vitesses ne sont pas collinéaires. Pourquoi? Parce que si les deux vitesses étaient collinéaires, mais différentes, hein, le cas où tous les points ont la même vitesse est déjà traité, donc maintenant on suppose qu'il y a au moins deux points qui n'ont pas la même vitesse, et bien si VB était collinéaire à VA, mais pas égal, donc VB soit plus petit, soit plus grand que VA, mais dans la même direction, et bien fatalement, la projection de VB sur la droite AB bah, serait plus petite, puisque c'est le même angle, hein. S'ils sont collinéaires, c'est le même angle ici, et donc vous auriez VA AB cos θ égale VB AB cos θ égale AB égale, donc VA égale VB en fait. Voilà. Donc c'est-à-dire, si les points ont la même, si la vitesse des deux points ont la même direction, alors leurs normes doivent être égales. Et du coup, les vitesses sont égales. Mais on a justement déjà exclu ce point. Donc je prends deux points qui n'ont pas les mêmes vitesses, et bien, à coup sûr, ils n'ont pas la même direction de vitesse. En fait, ce que vous sentez ici par rapport au solide, c'est que si vous avez deux points du solide, un point là, qui vont dans la même direction mais pas la même vitesse, bah, soit celui-là va plus vite et il y a une espèce de compression dans le solide, ils vont changer leur distance, soit celui-là va plus vite et il y a une extension du solide et ils vont aussi changer leur distance. Pour qu'ils gardent une distance fixe, s'ils vont dans la même direction, eh bien, il faut que leurs vitesses soient les mêmes. Sinon, la distance va croître. C'est exactement ce qu'exprime l'équiprojectivité. Donc, s'il y a deux points qui n'ont pas la même vitesse, les deux vitesses ne sont pas collinéaires. Alors du coup, je vais les représenter avec un angle différent. Ceci.
Et j'ai θ et puis là θb, ils ne vont pas dans la même direction. Alors maintenant, ce que je vais dire, c'est que par contre, une fois que je connais la direction de VB, la vitesse, la norme de la vitesse est entièrement connue. Parce que si je connais cette direction-là, ce que je sais, c'est que la vitesse VB doit se projeter sur l'axe AB exactement de la même quantité, d'accord, enfin, exactement à la même longueur. Donc si j'ai la direction de VB, sa vitesse, sa norme est connue. C'est ça. Si vous avez la vitesse d'un point et la direction d'un autre point, vous savez sa vitesse. Dans un solide. OK. Et alors maintenant, eh bien c'est simple, je vais considérer la perpendiculaire à la vitesse VA ici, d'accord, et la perpendiculaire à la vitesse VB. Comme les deux vitesses ne sont pas collinéaires, les deux perpendiculaires ne sont pas parallèles, et donc elles vont se croiser quelque part. J'appelle I ce point, et on va voir en 2 secondes que la vitesse de I est nécessairement nulle. Pourquoi? Parce que VA scalaire à I est égal à VI scalaire à I. Équiprojectivité des vitesses. D'accord? Mais V1 scalaire à I, c'est 0, j'ai pris I sur l'axe orthogonal à A. Ça, c'est égal à 0. D'accord? Mais par ailleurs, VB scalaire à I, scalaire BI est égal à VI scalaire BI. Équiprojectivité des vitesses. La vitesse VB se projette sur l'axe BI de la même longueur que la vitesse du point I projetée sur le même axe. Mais la vitesse de VB projetée sur l'axe BI, c'est 0, puisque BI est orthogonal à VB. Donc vous voyez que la vitesse du point I a une composante nulle suivant cet axe-là, et nulle suivant cet axe-là. Par conséquent, VI égale 0. Si vous voulez, ce qu'on sait, c'est que la vitesse de VI, elle est orthogonale à l'axe AI, donc elle est suivant cet axe-là, mais elle doit être aussi orthogonale à cet axe-là. Si vous voulez, la projection de VI sur cet axe-là doit être égale à 0. Bon, c'est vecteur nul, c'est tout. Donc juste en écrivant que la distance entre deux points quelconques du solide est constante, on tombe sur l'équiprojectivité des vitesses, et ça nous dit que soit tous les points ont la même vitesse, ok, translation, soit il y a un point, c'est vraiment en une ligne, hein, enfin deux, il y a un point qui a une vitesse nulle. C'est sûr et certain. Et maintenant que j'ai trouvé qu'il y a un point qui a une vitesse nulle, alors soit ils ont tous une vitesse nulle, c'est une translation particulière, c'est le corps au repos, ok, c'est une rotation de vitesse angulaire nulle ou une translation de vitesse nulle, enfin bref. Donc, alors maintenant que j'ai un point qui a une vitesse nulle, je vais vous montrer que il existe je vais aller plus doucement parce que tout le monde est familier avec les produits vectoriels? Ouais? Ça va? Alors je vais au moins l'écrire, on va rappeler 2-3 propriétés. Je vais vous montrer qu'il existe un certain vecteur, qu'on note oméga, qu'on appelle le vecteur rotation, tel qu'en fait la vitesse de n'importe quel point dans le solide, c'est oméga vectoriel IM.
toujours le solide en rotation, hein, dans un plan. Donc soit il est en translation, ça c'est facile, tous les points ont la même vitesse, soit il n'est pas en translation, et à ce moment-là, il y a un point qui a une vitesse nulle, ce qui est compatible avec ça, évidemment, la vitesse du point M, du point I lui-même, ça va être oméga vectoriel vectoriel nul, ça fait 0, mais en fait, tous les points ont une vitesse qui s'écrit comme ceci. Alors, première chose, tous les points du solide, je prends ce point-là, C, il est déjà très simple de voir qu'en fait, la vitesse du point C, elle est orthogonale à l'axe IC. Pourquoi? Parce que VC scalaire IC, c'est VI scalaire IC, et puis projectivité des vitesses. Mais ça, c'est 0, puisque VI vaut 0. Donc VC scalaire IC, la vitesse scalaire, le rayon IC, c'est nul, donc ça veut dire que VC est orthogonal à IC. Donc tous les points sont effectivement en train de tourner autour de I, hein, c'est ça la clé. En tout cas, là, déjà en une ligne, toutes les vitesses sont nécessairement orthogonales à l'axe, quel que soit le point. Vous prenez un point M quelconque, la vitesse du point M est forcément orthogonale au rayon IM. Le solide est en train de tourner autour d'IM. Alors pour finir de montrer ça, il faut montrer que la vitesse du point C est proportionnelle, bon, bien sûr elle est orthogonale, on vient de le voir, mais en plus elle est proportionnelle à la distance entre I et C. C'est-à-dire que si vous prenez un point qui est 2 fois plus loin, il va avoir une vitesse 2 fois plus grande. Et ça, à nouveau, c'est l'équiprojectivité des vitesses. Vous prenez... comment on va faire ça? Alors, c'est peut-être un petit peu plus délicat. On va prendre... comment on va faire ça? Dans le IC, dans le IC, là, vous mettez 2 IC. Enfin, dans le sens où ce serait 2 fois. Oui, mais ça sera 0 égale 2 fois 0. Ça ne va pas nous dire... D'accord, si je prends un point intermédiaire ici, entre ces deux points-là, si j'ai un C', je vais avoir VC' scalaire CC' égale VC scalaire CC'. Mais ça, c'est 0 égale 0. Ça ne va pas me donner une relation entre VC et VC'. Comment on fait ça? Normalement, ça saute aux yeux. C'est peut-être pas si trivial, après tout. Alors... je peux prendre... Si je prends... faire un truc intermédiaire, c'est que si je prends deux points à la même distance du centre, je devrais pouvoir montrer assez facilement que la norme de la vitesse est la même. Je prends deux points à la même distance.
cet angle, il faut montrer que cet angle-là est égal à celui-là. Donc ça, c'est l'angle entre l'orthogonale au rayon et la droite AB. Et ça, c'est l'orthogonale au rayon AB et la même droite AB. Non, c'est peut-être non, c'est celui-là qui est le même. C'est celui-là qui est le même. Ah, ouais. Faire de la... Bon, j'aurais dû réviser ça. Je croyais que ça allait me sauter aux yeux. J'ai peur qu'on perde un peu de temps là-dessus pour rien. Je réfléchirai tranquillement, pas le nez au tableau, et je vous ferai ça rapidement. En tout cas, ah, si. Monsieur, Ouais. on va dire que pour deux points appartenant au même axe avec I, Ouais. enfin pour 3 points liés, Ouais. il y aurait deux fois la distance, pardon, il y aurait deux fois la distance. Or, la distance entre A et B elle peut être constante. Oui. Les vecteurs, eux, ils sont toujours orthogonaux à l'axe. Ah oui, ils ont la même direction. Ils ont la même direction et étant donné que la distance AB peut rester constante. Ouais, ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que si les points ont la même direction. Oui, mais alors tout à l'heure on avait là c'est un cas particulier. Ce qu'on a montré tout à l'heure, c'est que si VA avait la même direction que VB, alors VA était égal à VB. Mais en fait, cette conclusion est vraie, enfin le raisonnement s'appliquait, sauf si VA est orthogonal à VB, parce que auquel cas... C'est vrai aussi, on le sent de la même façon, hein, je suis d'accord que si lui va plus vite, leur distance va varier, ou si lui va plus vite, c'est le même truc que je disais tout à l'heure, il y a un étirement ou une compression. Mais mathématiquement, comment on écrit ça? Vous le voyez ou... Non, moi non plus. J'ai peur qu'on perde du temps. Enfin, c'est forcément trivial, parce que j'ai déjà fait ça mille fois. Normalement, on le voit, et là, d'un seul coup, je ne le vois plus. En tout cas, l'intuition, c'est celle que vous dites, hein, c'est celle qu'on avait dite ici, c'est que à partir du moment où ils vont dans la même direction, s'il y en a un qui va plus vite que l'autre, forcément, leur distance va varier. Et ça paraît tellement évident que il devrait y avoir une traduction mathématique immédiate, et je ne sais pas pourquoi je ne la vois pas comme ça. Peut-être faire ça, ouais. Bon, c'est pas très élégant, mais ça va le faire. J'appelle B' le point où on se trouve. Ah, mais non, en plus, ça va pas. Ah oui, non. Ah oui, oui. Non, ça va pas. Oui, effectivement, le raisonnement ne s'applique pas pour orthogonal, et de fait, on ne va pas trouver VA égale VB. On va trouver VA est plus grand, oui, c'est ça. Oui, donc alors on va le faire comme ça. Ça y est, je l'ai. Ouf. Bon, désolé. On reprend. Donc il y a le point I. On a vu que la vitesse était toujours orthogonale. Par conséquent, oui, pardon, excusez-moi. Bon, ça y est, on y est. Je prends un point A et un point B sur le même axe. Oui, c'est très bien. On a vu que la vitesse était toujours orthogonale à l'axe. Par conséquent, le point A va décrire un cercle autour de I, puisque en chaque point, il se déplace orthogonalement. Donc il peut décrire qu'un cercle. Pareil pour le point B. La question, c'est à quelle vitesse ils vont. Ben justement, comme c'est rigide, comme leur distance ne varie pas, ils sont obligés de se déplacer à la même vitesse angulaire. C'est ça qui fait sortir le vecteur angulaire. Excusez-moi, j'ai tâtonné, mais ça y est. D'accord? Ils vont forcément... En fait,
cet alignement doit rester aligné. Donc ça tourne avec une certaine vitesse angulaire, c'est-à-dire l'angle, si vous prenez une position plus tard, A', B', enfin l'angle IBB' est le même que l'angle IAA'. Il reste aligné. Donc tout ça tourne ensemble. Donc la vitesse angulaire, c'est-à-dire de quel angle on se déplace pendant un temps d'été, elle peut varier au cours du mouvement, mais par contre, ça tourne en bloc. C'est le principe du solide. Il ne peut pas y avoir ce point-là qui tourne plus vite que celui-là. Donc il existe une vitesse angulaire instantanée, θ point, si j'appelle cet angle-là θ, d'accord? Et donc, ce qu'on appelle le vecteur oméga, eh bien, c'est θ point, je vais noter U delta, où delta est l'axe de rotation. Vous êtes d'accord, hein? Si I, A', B' ne sont pas alignés, bon, je pars de deux points alignés, et puis je les fais évoluer. Si I, A', B' ne sont pas alignés, alors ça veut dire que, sachant qu'ils sont tous les deux sur le cercle, ça veut dire que par exemple A' est un peu en avance ou un peu en retard, mais alors la distance AB ne sera plus égale à la distance B'. Si B se retrouve là, je vais le faire encore autrement, peut-être encore plus explicitement. Une fois que j'ai établi par équiprojectivité que la vitesse de chaque point est orthogonale à l'axe I, ce point, et donc que les corps se déplacent sur des cercles, enfin que chaque point se déplace sur un cercle de centre I, si B se retrouve là, B', la distance AB n'a pas varié, définition du solide, donc la distance AB doit être égale à la distance A'B'. Donc où est le point A', sachant qu'il est sur ce cercle-là, et qu'il doit être à la même distance AB, enfin de B' que A de B. Et bien forcément, il se trouve là, parce que c'est le seul point de ce cercle qui est à la même distance, la différence derrière. Donc forcément, le déplacement se fait du même angle le long du cercle. Ok? Ouais? Yes? Voilà, donc la vitesse de n'importe quel point du solide. Alors pourquoi ça fait ça maintenant? Donc si vous êtes familier du produit vectoriel, le U delta ici, c'est le vecteur sortant du tableau, ou pas, non, au contraire, rentrant dans le tableau. Ça tourne comme ceci. Alors oméga vectoriel IM. Alors on va reprendre ces conventions là, rapidement. Rappel sur le produit vectoriel. Alors on a vu le produit scalaire A scalaire B. Donc ça prend deux vecteurs. A, B. Ça faisait un nombre. Vous prenez deux vecteurs, vous en faites un nombre, et ce nombre, vous vous rappelez, c'est la norme de A fois la norme de B fois le cosinus de l'angle entre les deux. Le produit vectoriel, c'est vous prenez deux vecteurs et vous n'en faites pas un nombre, vous en faites un autre vecteur. Vecteur P comme produit. Alors vous notez A vectoriel B.
Et ça, alors par définition, c'est le vecteur qui est orthogonal à A et B dans le sens direct. Alors ça, c'est la convention des doigts de la main droite. Je mets des guillemets. Enfin. Si vous avez deux vecteurs, forcément ces deux vecteurs sont dans un plan, le plan défini par ces deux vecteurs, alors sauf s'ils sont alignés, on ne les prend pas alignés pour l'instant. Si vous avez deux vecteurs, vous avez une direction orthogonale au plan des deux vecteurs. Et la question c'est, on va dans quel sens? Celui-là ou celui-là? C'est un choix. On pourrait choisir ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est un vecteur qui est orthogonal aux deux vecteurs. Donc il va soit par là, soit par là. Alors on décide une fois pour toutes au niveau international, peut-être pas encore intergalactique, si on va dans une autre galaxie, ils ont peut-être fait l'autre choix parce que c'est complètement arbitraire, mais on a décidé que c'est les doigts de la main droite qui allaient donner la convention. Donc si vous prenez le premier vecteur sur le pouce, le deuxième sur l'index, et le troisième sera le majeur. Donc le produit vectoriel, c'est le majeur, enfin il est orienté dans la direction du majeur. Premier vecteur, deuxième vecteur, troisième vecteur. C'est ça que veut dire direct. Le mot direct vient de la même racine que droit. Donc vous ne vous trompez jamais. Vous prenez la main gauche, c'est juste exactement l'opposé. Alors, donc ça, c'est sa direction. Sa direction, c'est orthogonal. Son sens, c'est le sens direct. Et maintenant, sa norme, deux normes, là, A, B, et sinus de l'angle entre les deux. Pour le produit scalaire, c'est le cosinus. Pour le produit vectoriel, c'est le sinus. OK? Alors, cette définition est particulièrement importante et utile parce que on va la retrouver en mécanique de nombreuses fois. On va voir que ce produit vectoriel est exactement ce qui est défini comme ça, c'est exactement ce qui est adapté pour traiter les problèmes de rotation, y compris les moments des forces, les moments cinétiques. C'est la bonne grandeur, c'est la bonne notion mathématique. L'autre chose, il y a aussi un intérêt géométrique, c'est évidemment pas découplé, c'est que le produit vectoriel de A et de B, donc je prends deux vecteurs, ils sont forcément dans le même plan, donc je les représente. Ils définissent un plan, plus exactement. Je représente le plan dans le plan du tableau. Eh bien, le vecteur A vectoriel B a pour norme, en fait, l'aire du parallélogramme que vous formez sur A et B. La surface, là, c'est la norme de A vectoriel B. Pourquoi? Parce que si vous regardez, c'est quoi la surface de ce truc-là? Eh bien, c'est A fois la hauteur, ici. Hein, d'accord? Si ce bout-là, vous le mettez là, vous voyez que vous faites un carré. Un rectangle, pardon. D'accord? Hein, donc l'aire d'un parallélogramme, c'est sa base fois sa hauteur. Enfin, un côté fois une hauteur. Ça peut être celui-là fois cette hauteur-là, c'est évidemment la même chose. Or, c'est quoi cette hauteur-là? Je vais faire la même chose là. C'est la norme de B fois le sinus de cet angle-là. Ça, c'est norme de B sin θ. Et ça, évidemment, c'est norme de A. Donc, norme de A fois norme de B sinus θ, c'est la norme du parallélogramme formé sur A et B.
Vous ne voyez plus rien. Ok? Je le refais là. La norme de ce parallélogramme, c'est la norme de A vectoriel B. Et donc, chaque fois que vous avez deux vecteurs, vous pouvez définir en fait un vecteur surface qui est égal à A vectoriel B. Donc ça, c'est quelque chose qu'on reverra beaucoup, notamment en électromagnétisme. Le vecteur surface qui s'appuie sur deux vecteurs comme ça, vous faites en général sur une surface, sur des vecteurs élémentaires. Si vous avez des surfaces courbes, il faut que ces vecteurs soient infinitésimaux pour qu'on puisse assimiler la surface courbe à son plan tangent. Et donc vous pouvez définir le vecteur S avec, donc, qui a pour norme la surface et pour direction le vecteur, la direction orthogonale à la surface. Et maintenant son sens, vous pouvez choisir ce que vous voulez. En tout cas, le sens du produit vectoriel, il est clairement défini, c'est A vectoriel B, troisième doigt, S, donc là c'est vers le haut. Ok? Bien. Avant de clore ça, juste un rappel, parce que c'est très important. Il y a, enfin, disons, c'est un calcul, enfin une formule qu'il faut connaître, c'est que se passe-t-il lorsqu'on compose de produits vectoriels, c'est-à-dire qu'on fait A vectoriel, B vectoriel C. C'est-à-dire que vous avez deux vecteurs, ça vous donne le produit vectoriel, puis après vous faites le produit vectoriel d'un autre vecteur par celui-là. Et en fait, ça va être relié au produit vectoriel. En fait, vous allez voir pourquoi c'est relié. Donc je suppose que vous ne connaissez pas cette formule par cœur. AB. Alors, on relit que A. AB, c'est quoi AB? C'est A pour A scalaire B. Ah, vous ne pouvez pas faire un produit vectoriel, ça c'est un nombre maintenant. Plus B scalaire. Pardon, plus B fois le scalaire AB. Pardon, A scalaire AC. Alors en fait, alors moi j'ai un moyen mnémotechnique, je vous le donne, mais vous pouvez en prendre d'autres, c'est bac moins cab. Alors je suis pas super fan de ce moyen mnémotechnique, mais il se trouve que je l'ai comme ça, parce que en fait, on commence par le vecteur, puis après on met le nombre. Mais bon, en tout cas ça marche. Bac moins cab. A vectoriel B vectoriel C, c'est bac moins cab. Je ne sais pas si ça vous plaît, ou trouvez-en un autre, mais enfin, c'est bon de connaître cette formule. Donc, en tout cas, qualitativement, je dirais, on est content de voir que, enfin, on devait de toute façon trouver un vecteur qui est combinaison linéaire de B et C. Pourquoi? Parce que B vectoriel C, c'est orthogonal à BC, enfin au plan BC. Et puis après, on fait le produit vectoriel avec un truc, n'importe quoi. Donc ça, c'est orthogonal au plan B et C. Donc si ensuite vous prenez l'orthogonal à l'orthogonal, vous allez retomber dans le plan. Donc bien sûr, ça, c'est dans le plan BC, donc c'est une certaine combinaison du vecteur B et du vecteur C. Laquelle? Celle-là. Alors, pour obtenir ça, on peut travailler avec les composantes, on peut faire des raisonnements géométriques, enfin, bon. Mais c'est des raisonnements qu'il ne faut pas refaire à chaque fois, donc il est bon de connaître cette formule. D'accord? Bon. Oui, d'autres remarques générales. Évidemment, si
A est parallèle à B, si A et B sont collinéaires, alors A vectoriel B égale le vecteur nul. Alors si vous avez deux vecteurs, vous ne savez pas dans quelle direction prendre le vectoriel, mais ça tombe bien parce que de toute façon, sa direction peu importe, parce que sa norme elle est nulle, parce que l'angle entre les deux, s'ils sont collinéaires, c'est 0, le sinus de 0, c'est 0. Donc deux vecteurs collinéaires ont un produit vectoriel nul. Vous ne pouvez pas déterminer le vecteur orthogonal à un seul vecteur. Donc c'était ça. Et puis oui, puis dernière propriété évidente, B vectoriel A, c'est moins A vectoriel B. Si vous inversez l'ordre, là vous passez à la main gauche justement. A vectoriel B, ça fait ça, mais si c'était B vectoriel A, ça ferait le même vecteur, mais juste dans l'autre sens, enfin, donc l'opposé. Ok. Allez, tout dernier point sur ça, et on revient à la rotation. Tout dernier point. Ça s'appelle le produit mixte. Des fois, on le note A, B, C. Vous faites le produit vectoriel et le scalaire par un autre. Ah, je ne sais pas si c'est... est-ce que c'est dans ce sens-là ou c'est A vectoriel G, scalaire C? Pardon, je vais le définir comme ça. A vectoriel B, scalaire C. Produit vectoriel de 2, puis vous faites produit scalaire sur le troisième. Alors ça, c'est égal à 0 si A, B et C sont coplanaires, dans le même plan. Tout simplement parce que ça, c'est orthogonal à AB, enfin au plan AB, donc si C est aussi dans le plan AB, bah, scalaire avec un vecteur orthogonal, ça va faire 0. Donc ça vaut 0 si les trois vecteurs sont coplanaires. Et par ailleurs, on peut écrire les combinaisons linéaires de ça. Donc ça, c'est aussi égal à... Alors en fait, je dis combinaison linéaire, je voulais dire permutation circulaire, ça n'a rien à voir. Si on fait les permutations circulaires, là, ça c'est aussi égal à B vectoriel C scalaire A. Et c'est aussi égal à C vectoriel A scalaire B. C'est une propriété. On le voit facilement. On le voit peut-être pas si facilement. Si, il y a une façon de le voir très facilement, justement, qui est intéressante d'un point de vue géométrique, c'est que ce produit mixte, là, A vectoriel B scalaire C, ça a un sens géométrique aussi. Donc, on a vu que si vous avez deux vecteurs A, B, le produit vectoriel A vectoriel B, c'est en fait l'aire du parallélogramme, là. Et c'est orienté orthogonalement. Et si maintenant vous faites le produit scalaire avec un certain vecteur C, alors qui est... Là ça c'est le plan AB, et ça c'est pas dans le plan. Bah, je vais le construire, vous allez voir. Ouais. On va essayer d'être propre. Donc, je vais construire un parallélépipède par rectangle. Ah. Vous le voyez là, ce que j'essaye de faire ou pas? Non? Vous voyez pas? Ah.
Ah, vous le voyez? Ah, ça se voit. Non? A, B, C. Vous voyez le parallélépipède dans l'espace? Ah, vous me faites plaisir parce que j'ai eu peur là. Parce que je peux pas faire mieux. Ok? Bon, eh bien, le produit mixte ABC, c'est-à-dire A vectoriel B. A vectoriel B, c'est ce vecteur-là. Enfin, pardon, c'est un vecteur comme ça, qui a pour longueur la surface AB, celle qui est en rouge. Et maintenant, si vous faites produit scalaire avec C, vous projetez C là-dessus, et donc vous avez la hauteur de ce truc-là. La hauteur du parallélépipède. Ouais. Et par conséquent, ça, c'est le volume du parallélépipède. Parallélépipède. C'est le volume du parallélépipède porté par les vecteurs A, B, C. Ça, c'est important. Vous avez l'élément de volume. Si vous avez trois vecteurs, vous pouvez former un parallélépipède sur ces trois vecteurs. Parallélépipède. Et le volume, c'est le produit vectoriel de 2 scalaire le troisième. Yes? Bon. Enfin, c'est la norme de ça. Tout ça, ça pourrait être négatif. Le volume ne peut pas être négatif. Disons, ça dépend de l'orientation des vecteurs. OK? Bon. Pas de questions? Alors, on revient à notre champ de vitesse. Dès lors qu'on est dans un plan, il y a forcément un point qui a une vitesse nulle et tous les autres tournent autour de ce point à un instant donné. Un instant suivant, ça peut être un autre centre, une autre vitesse angulaire, etc. Mais à chaque instant, il y a un point autour duquel le solide est en train de tourner. Et on a la vitesse. Alors donc, on l'a caractérisé, on a dit que c'était θ point fois le rayon, donc la vitesse du point M, c'est θ point fois IM, hein, d'accord, en norme. Et donc, il faut simplement passer de là à là. Et donc, effectivement, si vous définissez le vecteur oméga comme étant θ point U delta, où U delta est l'axe de rotation, vous voyez que... Alors, c'est là qu'il faut une autre convention. Il faut orienter l'axe orientation de l'axe en conformité avec le choix d'un sens positif pour les angles. Alors c'est vraiment ce qu'il y a de plus important, ça, et on le reverra dans toutes les sous-disciplines de la physique. Vous avez, c'est complètement simple, c'est une convention, mais c'est capital. Vous avez un axe, delta. Excusez-moi. Ouais. L'axe, il est alors justement, enfin, oui. Vous avez fait les deux, donc. Oui, j'ai fait les deux. Là, il est rentrant. Mais justement, on va voir là. Donc, vous avez un axe.
sa direction est bien définie, mais il faut l'orienter. Donc un axe orienté, c'est un axe sur lequel vous avez choisi un sens privilégié. Alors vous avez le choix évidemment, soit celui-là, soit l'autre. Alors si on prend celui-là par exemple, si on regarde de l'autre côté, ça correspond à l'autre. Hein, donc vous l'orientez, c'est-à-dire vous définissez un vecteur unitaire qui a une certaine direction le long de cet axe, U delta. À partir du moment où vous avez choisi une direction, vous n'avez plus le choix pour l'orientation, enfin pour choisir le sens positif de l'angle autour de cet axe. C'est-à-dire, si on tourne par là, c'est plus ou c'est moins, d'accord? Vous avez un axe, vous pouvez tourner autour de l'axe dans ce sens-là ou dans celui-là. Le truc, c'est qu'il faut une seule convention. Si vous choisissez comme ça, c'est le tire-bouchon. Voilà, la convention, c'est le tire-bouchon. Du tire-bouchon ou du robinet ou de ce que vous voulez ou des vis. Toutes les vis de la planète utilisent la même convention. Tous les robinets, toutes les vis, n'importe où, quand vous vissez un truc, c'est toujours pareil. Enfin, sauf un petit malin qui veut faire une blague, mais enfin, voilà. Donc, l'idée, c'est que quand vous allez par là, vous tournez comme ça. Donc, c'est ce geste-là et ce geste-là. Tac, tac. On enfonce, on retire. On enfonce en tournant vers la droite. Enfin, le haut va à droite et le bas va à gauche. Et quand on vient vers nous, c'est le haut qui va à gauche et le bas qui va à droite. Okay. Tout le monde est familier de ça, d'accord? Vous avez tous, vous ouvrez le haut, vous faites comme ça, parce que vous retirez le truc, et quand vous fermez le haut. Donc, à partir du moment où on a choisi cette direction-là, oui? Historiquement, d'où ça vient? Je ne sais pas. Je crois que c'est C'est le Maxwell, puisque je crois que c'est on dit. Je ne sais plus si on dit on aurait pu faire une ronde totalement. Oui, je pense que c'est complètement arbitraire. On aurait pu prendre une autre convention. Ça s'appelle tire-bouchon Maxwell. Le tire-bouchon de Maxwell, on dit? Ah ouais? Ok. Alors, des gens qui parlent du bonhomme d'Ampère aussi. Hein. Le bonhomme d'Ampère et le tire-bouchon de Maxwell. Historiquement, enfin, je ne sais pas qui a décidé de cette convention et enfin, ou quel ensemble de gens ont décidé ça. Mais j'ai remarqué un truc, moi, un truc incroyable, mais j'attends confirmation. Si vous regardez des liserons qui poussent le long des rosiers, le long des n'importe quoi, eh ben, une fois j'ai fait attention, j'ai regardé plein, ils montaient tous dans le sens positif. Je trouve ça complètement dingue. C'est-à-dire qu'ils s'enroulaient autour d'une tige, le truc il s'enroule en respectant la convention. Oui, il y a une chance sur deux, mais non, mais par contre, est-ce que tous ceux de la planète vont tous tourner dans le même sens? Il n'y a pas de raison. Est-ce que vraiment, enfin, là où j'étais, quand j'ai regardé, tous les bosquets, toutes les espèces qui tournaient, elles faisaient toutes pareil. Je trouvais ça fou, et en plus c'était la même convention que nous. Donc ça se trouve, on a juste copié la nature. Peut-être que la nature fait ça. Mais je trouve ça étrange. Mais je n'affirme pas que c'est vrai, hein, parce que je trouverais ça très étrange que toutes les... Ouais, enfin, dans le même périmètre, mais c'était pas les mêmes espèces, c'était pas... Enfin, voilà, c'était juste... Mais c'était peut-être une pure coïncidence, ce qui est parfaitement possible. Enfin, ça m'a troublé. En tout cas, ça m'a ravi pour la journée. Ouais, plus que ça, parce que j'en parle encore. Ça m'a ravi pour la vie. Ok, donc si on fait ça, c'est comme ça. Maintenant, si on l'oriente comme ça, on peut parfaitement orienter U delta comme ça. Mais alors, le sens positif, donc ça c'est plus comme ça. Alors à ce moment-là, le sens positif, c'est celui-là. Là, on est devant. Là, on est derrière. Okay. Toujours l'orienter comme il faut. Alors, l'avantage de ça, là, c'est que si θ et U delta sont orientés en conformité, alors, peu importe le choix qu'on a fait, parce que le vecteur oméga, c'est toujours le même. Le vecteur rotation d'un corps, donc si vous avez un disque qui tourne, par exemple, comme ceci,
vous avez un disque qui tourne dans ce sens-là. Vous pouvez... Alors, quel est son vecteur rotation? Alors, le vecteur rotation, il a pour vitesse, pour norme, la vitesse angulaire, c'est-à-dire le θ point, et pour direction, donc l'orientation de l'axe. Alors, c'est là où ça... J'y reviens. En tout cas, oméga, si ça tourne comme ça, oméga vient vers nous. On est d'accord? Oméga, il est comme ça. Mais il y a deux façons de le voir. Ça n'empêche pas d'orienter l'axe perpendiculaire au tableau comme ceci. Si vous orientez l'axe vers l'intérieur enfin vers l'arrière du tableau, alors θ, si vous orientez comme ça, θ est comme ça. θ croît comme ça. Orientation des... Là, le sens positif pour les angles, c'est comme ça, d'accord? Oui. Si j'oriente l'axe vers l'arrière, le plus doit être celui-là. Oui? Non? Ah, merci. Donc, dans ce cas-là, vous avez θ point qui est négatif. Ici, vous avez θ point négatif, mais n'empêche, oméga, c'est θ point U delta, et donc oméga sort bien du tableau. Maintenant, si à la place, on choisit U delta vers nous, alors quel est le sens positif pour les angles? C'est celui-là. Et là maintenant, puisqu'on tourne comme ça, θ point est positif. Et on a quand même ça. Donc le vecteur oméga, il est ce qu'il est, il caractérise le corps. Soit vous orientez l'axe dans un sens et il y aura une certaine valeur du θ point, soit vous orientez l'axe dans l'autre sens et vous aurez la valeur opposée du θ point. Puisque θ ne croîtra plus mais décroîtra ou l'inverse. En tout cas, le produit θ point U delta sera toujours le même, c'est le vecteur rotation du corps. Ouais? Si? Je vois des yeux qui sont un peu perdus. Non? Bon. On va le mettre en application, ne vous inquiétez pas. On passe à la suite? Oui, donc on vérifie bien que c'est dans ce sens-là. Hein. Si vous avez le corps qui tourne comme ça, vous avez le centre instantané de rotation I, un point M quelconque ici, oméga vectoriel IM, les deux doigts de la main droite, ça vous fait bien une vitesse dans le sens du troisième doigt. Oméga vectoriel IM, ça vous donne VI, VM comme ça. D'accord? Donc le champ de vitesse d'un corps en rotation dans un plan, c'est ça. Alors prenons tout de suite le cas de la route bicyclette. Ou plutôt, oublions la route pour l'instant. Prenons un corps solide en rotation comme ceci. Et on va composer ce mouvement avec une translation dans le plan. Voilà un corps qui tourne autour du point I avec une certaine vitesse angulaire, oméga, θ point si vous voulez. Enfin, je vais l'appeler oméga, vitesse angulaire. Et en même temps, il est en translation. Je prétends que, en fait, ce corps, à chaque instant, est en rotation pure, autour d'un certain point. On sait déjà que c'est vrai, en fait, puisqu'on l'a démontré dans le cas général, on a pris un mouvement quelconque. À partir du moment où c'est dans un plan, on a vu que soit il est en translation pure, ça c'est pas le cas, ça tourne,
soit il est en translation pure, soit il existe un point qui a une vitesse nulle, par équiprojectivité. Et après, en continuant le raisonnement, on a vu qu'en fait, tout le corps était en train de tourner autour de ce point qui a une vitesse nulle. Donc ça, en fait, c'est un solide qui est en train de tourner autour d'un point. Question, lequel? Et puis, montrons-le quand même. Alors, dans le référentiel en translation à la vitesse i, on a une rotation pure qui nous dit que la vitesse du point m, d'un point m quelconque, alors je vais l'appeler V'm dans le référentiel en translation. V'm, eh bien c'est oméga vectoriel im. Rotation autour d'un point fixe. Dites-moi, quel est le vecteur rotation ici? Ça s'appelle vecteur rotation, je ne l'ai pas écrit. Le vecteur rotation, dans quel sens il est lui alors? On tourne comme ça, donc il est comme ça. Ça c'est oméga. D'accord. Donc V'm, c'est oméga vectoriel im. Maintenant, quelle est la vitesse? La vitesse du point M dans le référentiel du tableau. Bien, par composition des vitesses, on ne fait pas de relativité, donc on a juste additionné les vecteurs vitesse. Donc c'est évidemment V'm plus la vitesse du référentiel en translation, c'est-à-dire ce que j'ai appelé VI ici. D'accord? Et donc c'est VI plus oméga vectoriel IM. Et ce que je dis, c'est qu'en fait, dans le référentiel du tableau, ce corps est en train de tourner, d'être en pure rotation autour d'un point. C'est-à-dire que il existe un certain point que je vais appeler C, comme centre de rotation, tel que ça, en fait, ce sera C vectoriel, pardon, ce sera oméga vectoriel Cm. Si j'arrive à montrer ça, on verra que le champ de vitesse du corps est un champ de vitesse de rotation pure. Alors, pour trouver le point C, en fait, comment je vais faire? C'est le point qui a une vitesse nulle. Donc, c'est le M particulier tel que VI plus oméga vectoriel IM égale 0. Il existe un point M tel que Vm égale 0. Lequel? À ce moment-là, c'est le point tel que oméga vectoriel, donc on le note C. Allez, je laisse M ici. Oméga vectoriel IM plus VI égale 0, c'est-à-dire IM vectoriel oméga égale VI, par exemple. Alors le point clé là, c'est que VI est orthogonal à oméga. Si vous voulez, oméga est orthogonal à IM et oméga est orthogonal à VI. D'accord? Je parle d'une translation dans le plan. Donc oméga est perpendiculaire au plan, mais il existe un point M du plan tel que Vm égale 0, c'est ça que je veux montrer.
Enfin, je cherche un point M qui vérifie ça. Eh bien, ça y est, le point M, je l'ai trouvé. Je vais vous l'écrire, vous allez voir. IM, c'est vectoriel VI. Voilà. Le point M défini comme ceci, je prétends qu'il vérifie que sa vitesse est nulle. Alors faisons-le. Sachant que tous les vecteurs sont orthogonaux, en fait, ça saute aux yeux. Hein. Si vous faites oméga vectoriel VI, ça vous donne un vecteur qui est dans cette direction-là, d'accord? Et vous voulez que ce vecteur vectoriel oméga soit égal à VI. Vous voulez ça. Ça va le faire, d'accord? Un vecteur dans cette direction-là, s'il a la bonne norme, mais en direction, un vecteur qui est dans cette direction-là, si vous faites ce vecteur vectoriel oméga, ça va vous redonner VI. Donc vous cherchez un point M tel qu'on est ça. Ce que je dis juste, c'est que pour l'instant, c'est qu'il est dans cette direction-là. Maintenant, quelle est sa longueur? Bah, c'est simple. Ce produit vectoriel en norme, vous allez avoir la norme de VI qui est égale à la norme de IM fois la norme de oméga. Puisque tous les vecteurs sont orthogonaux, le sinus de l'angle vaut 1. Et ensuite, quand vous allez remultiplier par oméga, faire ça vectoriel oméga pour obtenir VI, ce vecteur va être remultiplié par oméga. Donc la norme de VI, ça va être la norme de IM fois oméga, comme on l'a ici. Si IM a pour norme l'impression de ne pas être clair, je ne suis pas très réveillé. IM, la norme de IM ici, c'est quoi? C'est la norme de oméga fois la norme de VI fois le sinus de l'angle, mais VI est orthogonal à oméga, parce que c'est dans le plan. Donc le sinus de l'angle vaut 1, divisé par la norme de oméga au carré. Et donc ceci est la norme de VI sur la norme de oméga. Yes? Et donc ça, c'est bien ça. IM, c'est VI sur oméga. IM, c'est VI sur oméga. Donc ce vecteur-là a la bonne direction pour que son IM vectoriel oméga soit égal à VI, mais il a aussi la bonne norme pour qu'on ait ça. Donc ce vecteur-là vérifie ça, et donc ça, et donc ça. Le point M défini comme ça a une vitesse nulle. Donc on a montré que le point C, centre, défini par IC égale oméga sur oméga 2. À une vitesse nulle. BC égale 0.
Donc je suis parti d'une rotation pure, j'ai ajouté une translation, j'ai composé la rotation avec une rotation, mais une rotation dans le plan, hein, c'est-à-dire que VI est orthogonal à oméga, c'est crucial, hein, sinon pour les normes ça ne va pas marcher, hein, en particulier. Pour la relation, au milieu, celle qui est encadrée. Ouais. Donc vous êtes parti de celle qui est en haut. Oui, j'ai regardé ça très fort et j'ai dit ça c'est la bonne solution. D'accord. Moi je pensais que j'avais multiplié par un vectoriel. Alors, On peut raisonner comme ça. on peut raisonner comme on peut le faire. En fait, Parce que si on fait 2 fois bien, je pense pas que ça fasse le cas. D'accord, d'accord. Effectivement, donc ce que vous dites, c'est que vous faites oméga vectoriel ça. Voilà, toute la relation. D'accord, mais très très bien, ça marche. Enfin, Est-ce que ça donne un... ça va donner ça. Enfin, c'est comme ça que j'ai fait en le regardant un peu fort. C'est-à-dire que parce que on va développer ça et vous allez voir qu'il y a un terme qui est nul. Et donc ça va. Alors, mais d'accord. Prenons ça et faisons produit vectoriel. Alors. J'ai pas dit de le faire. Si, je pense que c'est utile. Non, mais c'est utile. Si vous voulez. Alors, on va appliquer bac moins cab. Donc A, vectoriel B, vectoriel C. Donc c'est bac moins cab. Donc c'est IM avec bac, donc A scalaire C, oméga scalaire oméga. Moins cab. C, c'est oméga. Oméga scalaire IM. Bac moins cab égale oméga vectoriel VI. Mais ça, c'est 0. Parce qu'oméga est orthogonal au plan. Donc, on a IM qui vaut oméga vectoriel VI sur oméga 2. Exactement ce qu'on avait écrit. D'accord? Et ça, c'est parce que... Enfin, c'est parce que rien, c'est parce que... Oui, c'est parce que IM est orthogonal à oméga. Donc on cherche un point du plan qui a une vitesse nulle, en l'occurrence. Donc ce point a une vitesse nulle. Et maintenant, on peut montrer... Donc on sait que le solide est en rotation autour de ce point. Question, quel est son vecteur rotation? En fait, c'est le même, mais et pour vraiment le montrer, il faut oui, c'est ce que j'avais écrit là, il faut réécrire le champ de vitesse du solide dans le référentiel du tableau comme un certain oméga vectoriel, le centre, c'est M. Alors, montrons que VM égale oméga vectoriel CM. Donc c'est plus, c'est le C tel que j'ai défini là. Donc ce point M particulier qui vérifie ça, c'est plus un point courant, c'était un point courant tant que c'était le X de l'équation si vous voulez. Maintenant je l'ai trouvé, je l'appelle C parce que je sais que celui-là a une vitesse nulle. Donc je pense que ça va être le centre d'une rotation, puisque j'ai montré par ailleurs, de toute façon il ne pouvait pas y avoir autre chose. Mais ce que je n'ai pas encore montré en toute rigueur, c'est que le vecteur rotation, c'est le même que celui du corps dans le référentiel en translation. Alors faisons-le. CM, c'est CI plus IM, d'accord? Donc ça fait oméga vectoriel CI plus oméga vectoriel IM. CI, c'est l'opposé de ça.
Donc ça fait moins oméga vectoriel VI sur oméga 2 plus oméga vectoriel IM. Ouais. Et on va refaire un coup de bac moins câble. D'accord? Alors, il y a le moins là que je laisse. Et ensuite, maintenant, on se fait du bac moins câble. Donc, bac moins câble, ça va être oméga scalaire VI sur oméga 2, moins câble, moins VI, oméga 2 sur oméga 2. Enfin, je vais le faire explicitement, oméga scalaire oméga sur oméga 2. D'accord? Plus oméga vectoriel IN, ça ne change pas. Bon, et bien, puisqu'on a VI qui est dans le plan, j'ai une translation dans le plan, donc j'ai VI scalaire oméga qui vaut 0. Ça, évidemment, ça fait 1. Et donc j'ai moins VI, c'est-à-dire plus VI. Donc finalement, je trouve oméga vectoriel IM plus VI. C'est QFD. Ok? Puisque ça, c'est le champ de vitesse dont je suis parti. Le champ de vitesse dans le référentiel R' plus VI. Eh bien, j'ai montré qu'en fait, ce champ de vitesse, c'est le même que ce simple champ de vitesse qui est une rotation pure. Là, vous avez une rotation composée, rotation autour de I plus la vitesse de I. Eh bien, ça, c'est équivalent, c'est égal, c'est strictement la même chose que oméga vectoriel Cm. Donc, il existe un point, quelque part, tel que la composition de cette rotation pure autour de I avec une translation de I est en fait une rotation pure autour de C. Avec le même vecteur rotation. C'est ça le point supplémentaire qu'on vient d'obtenir à l'instant. Le vecteur rotation dans le référentiel du tableau, c'est le même que le vecteur rotation dans le référentiel en translation, le vecteur rotation du corps en question, dans son propre référentiel, enfin dans le référentiel en translation, dans celui où son centre est au retour. Voilà, on va dire ça comme ça. Enfin, et qui reste galiléen, qui tourne sur lui-même. Bon, bref. Ok? Bon, c'est peut-être un peu abstrait là, mais le point clé, c'est de vous montrer que si vous avez une rotation et une translation dans un plan orthogonal à l'axe de rotation, en fait, c'est une rotation pure. Donc, on a vu qu'on avait soit une translation pure, soit une rotation pure, soit une rotation avec une translation orthogonale à l'axe, mais c'est encore une translation pure, une rotation pure en fait. Et il y a un tout dernier cas, du coup, qui est justement le cas qui n'est pas traité là, c'est si vous avez une rotation et une translation le long de l'axe. C'est-à-dire si vous avez une rotation et une translation dans une direction quelconque, eh bien, cette translation dans une direction quelconque, vous pouvez la décomposer en une translation perpendiculaire à l'axe et une translation parallèle à l'axe. D'accord ? Donc, si je tourne autour d'un axe comme ceci, je peux, en plus de tourner comme ça, avoir une translation, par exemple, par là. J'ai une composante le long de l'axe et une composante perpendiculaire à l'axe. Ce qu'on vient de voir, c'est que la composante perpendiculaire à l'axe, elle est complètement réabsorbée pour en faire en fait une rotation pure autour d'un autre point. Par contre, la translation parallèle à l'axe, ça, vous ne pouvez pas la réabsorber. Vous avez un nouveau type de mouvement, donc qui est le mouvement hélicoïdal. Vous avez une rotation comme ceci, et en même temps,
ça avance le long de l'axe. Ça, c'est pas une rotation pure. Tout simplement, il n'y a aucun point, quand je fais ce mouvement-là, il n'y a aucun point du solide. C'est hélicoïdal. Il n'y a aucun point du solide qui a une vitesse nulle. Parce qu'ils ont tous au moins cette vitesse-là, et quel que soit leur mouvement dans le plan orthogonal à l'axe, ça ne pourra pas compenser un mouvement le long de l'axe. Donc c'est sûr que ça ne peut pas être une rotation pure. Donc si on résume, dans le plan orthogonal à l'axe de rotation, ce qu'on vient de voir, on a commencé par traiter dans le plan orthogonal à l'axe de rotation, on a soit une translation pure, soit une rotation pure, et si vous composez une rotation pure avec une translation, ça ne change rien, c'est quand même une rotation pure. Donc dans un plan, il n'y a que translation pure ou rotation pure. Et dans l'espace, vous avez soit translation pure, soit rotation pure, soit rotation avec translation le long de l'axe, c'est-à-dire mouvement hélicoïdal. Ce sont les seuls mouvements possibles pour un solide. Et donc, en résumé, alors vous voyez que c'est extrêmement contraint, tout ça découle uniquement de l'équiprojectivité des vitesses qui elle-même découle de la définition du solide, à savoir que la distance entre deux points quelconques est constante. Finalement, le mouvement le plus général, donc mouvement le plus général pour un solide, dans l'espace à 3 dimensions, complètement général, c'est un champ de vitesse V de M, comme ceci. Il existe un certain vecteur oméga, qu'on appelle vecteur de rotation, tel que il existe oméga, et il existe un point I, appelé centre instantané de rotation, tel que la vitesse de n'importe quel point M est égale à la vitesse du point I plus oméga vectoriel I. Avec, alors, pardon, ouais, avec VI parallèle à oméga. Alors, il y a une petite, il y a un petit abus de langage ici. Quand je dis centre instantané de rotation, en fait, c'est un point de l'axe de rotation lui-même et pas forcément. Enfin, le solide tourne autour de lui, mais comme il peut en plus être en translation le long de l'axe, ça ne veut pas dire que VI égale 0. Enfin, voilà. VI peut être égal à 0. Si VI est égal à 0, alors c'est une rotation pure. Mais VI peut ne pas être égal à 0, mais alors en tout cas, il doit être parallèle à oméga. Parce que s'il y a une composante de VI orthogonale à oméga, alors ça peut être réabsorbé dans une rotation autour d'un autre centre dans un plan orthogonal à oméga. Ok, donc voilà le champ de vitesse le plus général d'un solide. À chaque instant, il existe un certain point. Donc je peux dire aussi I appartient à l'axe de rotation. Donc en fait, on parle. Donc, là, je vais mettre des guillemets pour centre instantané de rotation, parce que ce n'est pas forcément une rotation pure, donc il n'y a pas forcément un centre. Par contre, il y a toujours un axe instantané de rotation. C'est l'axe défini par le point I et oméga. Je vais peut-être. Je vais noter U delta avec U delta que je définis comme oméga sur oméga.
sa norme. D'accord? C'est le vecteur unitaire dans la direction d'oméga. Donc un solide peut, s'il n'y a pas de rotation, si oméga égale 0, bah vous voyez que quel que soit m, Vm égale Vi, c'est une translation, tous les points à la même vitesse. Si oméga vaut 0, pas de rotation, c'est une translation. Maintenant, si oméga n'est pas nul, alors soit c'est une rotation pure, soit c'est un mouvement hélicoïdal. Je vais le mettre là. Si oméga égale 0, translation pure. Quel que soit m, Vm égale Vi. Si oméga différent de 0, alors s'il existe I tel que Vi égale 0, rotation pure. Sinon, mouvement hélicoïdal. Tac. Le long de l'axe U delta, qui est l'axe qui porte le vecteur oméga. C'est le vecteur d'orbite. Bon, c'est un petit peu laborieux, mais si vous avez bien compris ça, c'est très utile. C'est plus qu'utile, c'est assez capital. Parce que du coup, ça veut dire qu'effectivement, on peut caractériser entièrement un solide par son vecteur rotation et la vitesse d'un point. Parce que si vous avez la vitesse d'un point et le vecteur rotation, enfin d'un point de l'axe ou n'importe quel point en fait, vous pouvez déduire la vitesse de tous les autres points. Cette relation est complètement générale. Elle est même... Ah oui, alors ça, oui, ouh là là, oui, encore mieux, encore mieux. Donc ça c'est vrai, hein, avec I qui est un point de l'axe. Mais on va voir que cette relation, elle est vraie, quels que soient deux points quelconques du solide. Ah, ça va être notre première relation de Babar qu'on va voir. La relation de Varignon. On reviendra sur Babar dans un instant. V, alors, ceci est le champ de vitesse. Soit deux points quelconques du solide, A et B. Alors, j'ai VA qui vaut un certain VI. Enfin, VI, le VI de translation le long de l'axe, s'il y en a, ça peut être nul, mais en tout cas, je sais que ça s'écrit de manière générale comme ceci, donc vectoriel IA, et puis par ailleurs, j'ai VB qui vaut VI plus oméga vectoriel IB. Si je faisais la différence de ces deux lignes, de ces deux équations, je verrai que VA moins VB est égal à VI moins VI, ok, 0, plus oméga vectoriel IA moins IB. Hein, le produit vectoriel est distributif. Ah, je ne vous ai pas montré comment calculer les coordonnées du produit vectoriel. On verra une. On le verra. J'espère que vous vous en souvenez. Vectoriel IA moins IB. IA moins IB, c'est quoi? C'est le vecteur BA. C'est BI plus IA. Et par conséquent, quel que soit A
et B dans le solide. VB égale VA plus BA vectoriel oméga. Ok? Donc ça, c'est une relation importante dont on montre en fait, on a fait tout ça, mais mathématiquement, parce qu'on fait aussi sortir les éléments physiques là-dedans, mais mathématiquement, on peut montrer que ça, c'est équivalent à l'équiprojectivité des vitesses. Dès lors que vous avez un champ de vitesse, c'est-à-dire de vitesse attribuée à chaque point, qui vérifie VA scalaire AB égale VB scalaire AB, l'équiprojectivité, la première ligne qu'on a écrite, enfin la deuxième après, tout de suite après avoir écrit que la norme de AB était constante, dès lors qu'on a un champ de vecteurs équiprojectif, alors il existe un certain vecteur, oméga, qui vérifie ça. Alors, que ça implique l'équiprojectivité des vitesses, c'est totalement trivial. Faisons-le. Si je fais VB scalaire AB, là, je remplace VB par ça, ça fait VA scalaire AB. Plus BA vectoriel oméga scalaire AB. Mais ça, c'est orthogonal à BA, parce que c'est le produit vectoriel. Donc après, quand je refais le produit scalaire avec AB, je trouve 0, bien sûr. Si vous voulez, c'est un produit mixte avec deux vecteurs, avec les trois vecteurs enfin avec deux vecteurs égaux, donc les trois dans le même plan, donc le volume du parallélépipède construit sur les trois, c'est 0, enfin vous pouvez le voir comme vous voulez, en tout cas, ça bien évidemment, ça fait 0. Et par conséquent, eh bien on a l'équiprojectivité des vitesses. Donc ça implique ça, c'est trivial. Il se trouve que ça implique ça, c'est en fait ce qu'on a montré par ce développement-là, qu'à partir du moment où on a ça, eh bien, quand on est dans un plan, on peut trouver un vecteur oméga et un point qui ne bouge pas tel que le champ de rotation dans ce plan-là, en tout cas projeté dans ce plan-là, c'est oméga vectoriel I, enfin le centre, le rayon qui va du centre jusqu'au point, rotation pure, et en plus on peut ajouter une translation le long de l'axe. Et puis du coup on en a déduit cette relation générale. Donc ça implique ça trivialement, mais ça aussi implique ça. Donc comme dans un solide, le champ de vitesse est équiprojectif, ça je vous rappelle, c'est vraiment en une ligne, ça découle de d de AB sur dt égale 0, enfin scalaire AB égale 0, d de la norme de AB sur dt égale 0. Eh bien ça implique ça, il existe un certain vecteur oméga tel qu'on est ça. C'est une relation vraiment importante dont on retrouvera plusieurs avatars. Alors on appelle souvent relation de Babar quand dans une autre version, parce que vous avez A, BA, ça c'est pas un R, mais on en verra une avec un R, c'est un moyen mnémotechnique. Donc retenez que le champ de vitesse d'un solide est entièrement contraint comme ceci, et physiquement ça correspond à une rotation mêlée à une translation le long d'un axe. Ok. Je crois que c'est... Ouais. C'est un torseur. Alors effectivement, je ne vais pas forcément introduire le mot, mais c'est bien. Allez. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le torseur cinématique. Un torseur, c'est effectivement... Alors ce qu'on appelle torseur, c'est un champ de vitesse, un champ de vecteur, excusez-moi. Donc là, c'est le torseur cinématique, c'est-à-dire que le champ de vecteur en question, c'est le champ de vitesse. Ici, le champ de vitesse. Je vous rappelle qu'un champ, c'est une grandeur physique qui est définie en chaque point de l'espace. Donc le champ de vitesse, en chaque point M, il y a un certain vecteur Vm. C'est-à-dire V au point M. Donc, un torseur, c'est un champ de vecteurs et une résultante. On appelle ça la résultante, grand R, c'est pour ça que ça fait Babar, en fait. Bon, là, la résultante en question,
c'est le vecteur rotation. Ça, c'est un vecteur. Vecteur défini. Donc vecteur grand R défini par la relation le champ de vecteur au point B, enfin la valeur du champ de vecteur au point B, c'est-à-dire le vecteur au point B, est égal au vecteur au point A plus BA vectoriel R, et là vous avez le vrai babar complet. Voilà. BA, R. Donc retenez, ça vous permet aussi de ne pas vous tromper sur l'ordre. Le champ en B égale le champ en A plus B1 vectoriel la résultante, de manière totalement généreuse. Le champ en B égale le champ en A plus BA vectoriel la résultante. Donc ça c'est une structure globale, c'est une structure qu'on appelle donc torseur. C'est un champ de vecteur et une résultante. Alors s'il y avait juste ce torseur-là, on n'en ferait pas tout un plat. Il se trouve qu'on va avoir d'autres torseurs de ce type-là, c'est-à-dire qui vérifient une relation de Babar. En fait, en vrai, on appelle ça relation de Varignon. C'est mieux dans une copie de Capes. Relation de Varignon, quoi. Oh, peut-être pas, peut-être, je sais pas. À l'oral, vous pouvez le tenter, à l'écrit, s'ils font des yeux comme ça, vous dites non, je voulais dire Varignon. Ça fait même son effet. Alors donc, si on avait qu'un, ce ne serait pas très intéressant d'introduire comme ça une notion spécifique, mais en fait, on va en voir d'autres. Il va y avoir le torseur des forces, le torseur associé au moment, enfin le torseur des moments, pardon, des forces, et puis il va y avoir le torseur dynamique aussi, justement le torseur des forces, et la résultante sera la quantité de mouvement totale du système. Donc tout ça, enfin il y a une structure sous-jacente en fait à la dynamique, à la mécanique, enfin, à la dynamique physique, qui fait de ces grandeurs, de cette structure, une structure intéressante. On va en voir d'autres très bientôt. Alors, quelle heure est-il? L'heure de la pause. Pile poil. Ça aurait bien rajouté un petit truc, non? Mais bon. Non, on peut faire 2 heures. Non, bah, c'est bien alors. Si, juste avant, on a 2 minutes avant la pause, je vais les prendre juste pour vous rappeler comment on fait un produit vectoriel à partir des composantes cartésiennes. Hein, ça, c'est pas inutile. En fait, allez, allons-y. Donc, un vectoriel B. Alors, je peux écrire ce produit vectoriel. Enfin, pardon, je peux écrire chacun des vecteurs de ce produit vectoriel dans une base cartésienne, par exemple. Donc A, je peux écrire AX, AY, AZ. Et de même, B égale BX, BY, BZ. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que A, en fait, c'est AX, UX, plus AY, UY, plus AZ, UZ, n'est-ce pas? Et B, c'est BX, UX, plus BY, UY, plus BZ, BZ. Donc en fait, je vais gagner une ligne. Si j'écris un vectoriel B, en fait, c'est ça, vectoriel AY, UY, BX, UX, plus BY, UY, plus BZ, UZ. Et puis ça, je peux le développer, hein, le produit vectoriel est distributif par rapport à l'addition. Donc j'ai ça vectoriel tout ça, plus ça vectoriel tout ça, plus ça vectoriel tout ça, et je peux développer. Alors allons-y, c'est un peu laborieux, mais on l'aura fait une fois. Donc, alors, déjà, UX vectoriel UX, ça fait 0. Le produit vectoriel de 2 vecteurs collinéaires, c'est 0. Donc ce premier terme, il va dégager, c'est déjà sympa. Par contre, on va avoir
AX, B, donc le premier et le deuxième, AX, BY, UX vectoriel UY, plus AX, BZ, UX vectoriel UZ. Alors là, j'ai traité le premier, je vais traiter le deuxième maintenant. Donc plus AY, BX, UY vectoriel UX, plus AY machin, enfin UY vectoriel UY, ça fait 0, et je vais avoir UY vectoriel UZ. Donc plus AY BZ, UY vectoriel UZ. Et le dernier, alors AZBX, UZ vectoriel UX, plus AZBY, UZ vectoriel UY, plus UZ vectoriel UZ qui fait 0. C'est tout. Et maintenant, je vais juste regrouper les termes parce que UX vectoriel UY, en fait, c'est moins UY vectoriel UX. Et en l'occurrence, d'ailleurs, ça, c'est UZ. X, Y, Z, trièdre direct. UX vectoriel UY, ce n'est rien d'autre que UZ. Donc ça, c'est moins UZ. Ensuite, UX vectoriel UZ, alors X, Z, donc c'est X, Z, ça fait moins UY. Ça marche par permutation circulaire. Hein. D'accord? Enfin bon, bref. Moins UY. Donc par contre, UZ vectoriel UX, ça c'est plus UY. Et puis quoi? Et puis lui, alors UY vectoriel UZ, ça c'est plus UX. Et lui, c'est moins UX. Donc si je regroupe tout ça, ça me fait... Alors, suivant UX, j'ai AYBZ moins AZBY, dernier terme là-bas. Suivant UY, BX moins AXBZ plus, suivant UZ, AXBY moins AYBX que je peux écrire sous forme de vecteur colonne. Moralité donc, AX, AY, AZ, vectoriel BX, BY, BZ est égal à, ici c'est donc AY, BZ moins AZ, BY, ici c'est AZ, BX moins AX, BZ, et là c'est AX, BY moins AY, BX. Alors effectivement, donc alors d'abord, première remarque, quand vous en avez un, vous avez tous les autres par permutation circulaire. Le Y devient Z, puis X, le Z devient X, puis Y, le Z devient X, puis Y, le Y devient Z, puis X, enfin, permutation circulaire. Mais effectivement, la première ligne ici, comment vous l'obtenez? Vous barrez la première ligne et vous faites le fameux produit en croix, là, ça fois ça, moins ça fois ça. Et puis après, les permutations circulaires. Pour la deuxième ligne, alors là, attention, parce qu'il faut changer de signe à chaque fois. Pour la deuxième ligne, vous barrez ça, et vous faites ça, mais avec le signe moins, un coup sur deux. Ou sinon, effectivement, vous la mettez là, comme c'est, voilà. Vous la mettez là, puis vous barrez ça, puis vous faites ça. Et après, vous barrez ça, et vous faites ça. Ok. Ouais. Ouais. Même les chimistes? Ouais.
Ça, bon. Produit en 3, c'est facile, comme un déterminant. Pouf, pouf. Voilà, alors, soit dit en bas, c'est pour ça que je l'ai aussi développé comme ça. Vous voyez que ce sera bon, d'abord, on voit que c'est pas compliqué, hein, il suffit de le faire. Mais vous voyez aussi que ce sera vrai, ça, pas uniquement en coordonnées cartésiennes, en fait. Parce que je n'ai utilisé là que le premier vectoriel deuxième vaut le troisième. Or ça, c'est vrai pour n'importe quelle base de trièdre, en fait.